En juillet 1986, un jeune Tibétain nommé Gojo Diensan s'est rendu en pèlerinage autour du mont Animating, l'un des 9 monts sacrés de la région à population tibétaine. Contre son attente, il commencera à écrire quelques mois plus tard, parce que ce pèlerinage a libéré ses sentiments cachés pendant longtemps au fond du cœur. Gojo Diensan a jusqu'ici écrit 32 ouvrages avec un total de 10 millions de mots environ. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans la région à population tibétaine, le nombre maximum des propagateurs fervents, comme Gojo Diensan, de la culture de Guezar, a dépassé 200. Ce sont des écrivains, peintres ou bardes. Certains d'entre eux peuvent chanter sans répit des récits du roi Guezar pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Les bardes fervents de l'épopée du roi Guezar pensent qu'ils doivent leur talent au roi Guezar et qu'ils ont été envoyés par celui-ci pour chanter des récits sur lui, formant finalement la plus longue épopée du monde, l'épopée du roi Guezar. Mais qui est Guezar? Pourquoi a-t-il tant de fans? Comment se fait-il qu'il puisse exercer une influence profonde sur la région à population tibétaine? L'épopée du roi Guezar raconte ceci. Guezar a remporté une course de cheval dont l'enjeu était le trône du royaume quand il avait 12 ans. Il devint ainsi roi et commença à guerroyer du nord au sud et parvint finalement à unifier plus de 150 tribus, grandes ou petites, dans un royaume, en l'occurrence le royaume de Ling. Les Tibétains vouent un culte à Guezar et chantent ses exploits de génération en génération. La préfecture autonome tibétaine de Gwolwo, de la province du Qinghai, est qualifiée de pays de la culture de Guezar. Dans le district de Dari de cette préfecture, il y a un palais appelé Palais du Lion et du Dragon. C'était le palais du roi Guezar à ce que l'on dit. Guezar aurait fait transporter des pierres à des lions et du bois à des tigres pour construire ce palais et construire le toit du palais à un dragon. Ce palais construit il y a plus de 900 ans n'existe plus. Ce qu'on peut voir aujourd'hui est une reconstruction sur les ruines de l'ancien palais. Notre voiture allait directement au palais du Lion et du Dragon. Les habitants locaux massaient le long de la route pour nous accueillir. Ils nous disaient « L'extérieur du palais suffit déjà pour nous faire sentir l'allure martiale du roi Guezar ». Le Bouddha vivant d'Anbenima du monastère Tralang, qui se trouve non loin du palais du Lion et du Dragon, nous attendait depuis longtemps. C'était un moine dignitaire octogénaire. Il a dirigé en personne la reconstruction de ce fameux palais pour que les Tibétains puissent contempler Guezar. Le palais est composé principalement d'un palais principal et de 2 palais secondaires, l'un à gauche, l'autre à droite. Le palais principal est consacré à l'adoration d'une gigantesque statue sculptée du roi Guezar. 那现在我们所看到这中间的，这就是铜镀金塑像的格萨尔大王，也可以说是这是令国30大将里面最大的一个大王，也可以说是令国时期的大王，就叫格萨尔大王。 Les palais secondaires abritent les 30 généraux de Guezar.
Les adeptes de l'école Nyingmapa du bouddhisme tibétain croient que Guezar est l'incarnation du Bodhisattva Avalokiteshvara et qu'il est prêt à descendre sur terre à tout moment pour conjurer les esprits et les démons. Cette légende circule dans la région à population tibétaine. Pour nous autres, Guezar n'est peut-être qu'un personnage littéraire virtuel d'une épopée. Mais pour les Tibétains, c'est un dieu qu'ils transforment en une partie de leur croyance spirituelle en actionnant leur moulin à prière et en se prosternant aux pieds du Bouddha. Et pour de nombreux savants qui font des recherches sur l'épopée du roi Guezar, ce sont leurs thèmes d'étude et la question est de savoir qui est Guezar. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette région à population tibétaine ? Swodi Duodie, qui a fait ses études sur Guezar, vient à la bibliothèque préfectorale de Gwolwo. Les collections lui permettent de trouver les traces du vrai Guezar qui a vécu dans l'histoire. Swodi Duodie nous fit savoir que c'est un recueil des citations du roi du royaume de Tubo. Ce livre raconte entre autres ceci: un moine dignitaire nommé Tiejokre du royaume de Tubo, passé par le fief de Ling. Le roi Guezar est allé le saluer au pied du mont Animatsing. Le livre présente le roi Guezar comme un homme adepte du bouddhisme. Les savants soutiennent généralement que Guezar a réellement vécu. Il naquit en 1038 et mourut en 1119 de notre ère, soit durant la période de la dynastie des Song du Nord, sur la plaine centrale. Guezar a guerroyé du nord au sud avant d'unifier 150 tribus environ. Il a laissé ses traces dans le Sichuan, le Qinghai et dans d'autres endroits. Mais certains chercheurs remettent cette assertion en question. Le nom de Guezar n'est même pas non plus mentionné dans les annales officielles de la préfecture de Gwolwo. On fait rarement allusion à ce nom dans les autres livres. Les récits sur Guezar circulent pourtant parmi les Tibétains, également parmi les Mongols, les Trous et les Nassis. Certaines gens sont allés jusqu'à dire que l'influence de Guezar sur la postérité a dépassé de loin celle de Songtsen Gampo, un ancien dominateur de grand renom des régions du Qinghai et du Tibet. Pourquoi Guezar, une personnalité qui avait une influence profonde et durable comme lui, n'a-t-elle laissé aucune trace dans l'histoire officielle ? D'après l'épopée, le roi Guezar était le cheikh de la tribu Ling, vivant dans la région de la source du fleuve Jaune et au pied du mont Animatsing. Cette description du relief correspond à peu près à celui de Gwolwo, qualifié aujourd'hui de pays de la culture de Guezar. Des experts nous font savoir que dans la profondeur des montagnes de Gwolwo, il existe une espèce de prestation théâtrale spéciale. Voici le monastère de Dangtra, le phare, situé dans le district de Banma, préfecture de Gwolwo. Ces moines sont en train de mettre des masques grotesques pour danser une danse antique tibétaine appelée Janmu. Au rythme des tambours et cymbales, des moines luxueusement habillés commencent à danser une danse lente et imposante. À ce que l'on dit, Janmu signifie la conjuration des esprits et des démons. Les moines du monastère Dangtra ont fusionné cette danse et les louanges de Guezar pour raconter des récits sur Guezar, dompteur de démons. Cela constitue un exemple vivant des folklores dans l'étude de l'histoire. Le district de Banma est le lieu de naissance des Jouans de Gwolwo, contemporains.
Comme il est situé au beau milieu des montagnes, de nombreux vestiges culturels, dont le Janmu, ont pu être conservés. Sous la conduite d'un expert local et d'un maître d'enterrement céleste, nous allâmes visiter un autre vestige relatif à Gueusar. 当时说的是有尸体，就是有墙体，当时实质的墙体有墙体，有墙体，有就是咱们说有碎瓦片啊，其他的没有。然后咱们这个地方有个护城河，当时有个护城河。那就是说您刚才说那河大概是在这个位置？对，就在这个位置。这一片位置是吧？这个地方，这个地方一圈全是。围着这个山体有走一圈。对，围这个山体走一圈。 Les habitants locaux nous firent savoir c'étaient ici les ruines de la forteresse d'un général nommé Anuhwasang de Gueusar. Ce stupa de fleurs de lotus fut ultérieurement construit. Au moment de sa construction, on retrouva des tuiles brisées datant de plus de 700 ans. À côté sont des amas de pierre Nima élevés par les autochtones. Des inscriptions en tibétain sont à peine lisibles. 当时这个地方建这个玛尼石堆的主要目的，也就是因为这是邻国将领阿努华藏的遗址。超度了也好，这个要刻石板，咱们就说祈福的时候还要刻石板，因为当时的时候咱们就说，这是阿尼华藏的这个遗址，当地老百姓也就是说为了纪念，也是供奉这一块，然后咱们就是做了很多这种石板。 Dans les régions où est vénéré le bouddhisme tibétain, on croit que la pierre est vivante. On grave des mantras sur des pierres pour exprimer ses vœux. Les pierres, manies, superposées, témoignent de la dévotion des Tibétains à l'égard de Gueusar et du fait que le héros Gueusar est présent dans le cœur de la population tibétaine. Nous poursuivions notre chemin à l'intérieur du district Banma. Nous avons pu retrouver sous la conduite d'un expert le totem de la tribu Ling dans les ruines de San Guoluo. 这三座塔是为了纪念当时果罗三部族的标志性的一座塔，这也就是说果罗宗谱里面记载呀，当时从南方叫一个果罗的地方，主仆是来后迁移到这个地方来，然后与这个原来的土著部落发生了冲突。 这个果罗部族占了身份以后，慢慢，这个果林原来的林字也就慢慢被遗忘了。 À en juger par ce qui précède, Ling aurait été le précédent de Guoluo d'aujourd'hui. La préfecture de Guoluo, située au sud-est du Qinghai, dans la zone de la source du fleuve Jaune, et adossée au mont Animating au nord, s'étend sur 78 000 km². 在果洛这么大的这个地方，小小的地方，历史上他们自己记得有好多国王。正因为他是一个小小部落的首领，所以没有受到这个中央王朝的重视，或者是没有收录到中央王朝的这个正史当中。 En raison de cela peut-être, le nom de Gueusar est très rarement mentionné dans les annales officielles de la monarchie. Mais dans l'épopée du roi Gueusar, on a campé un héros en la personne de Gueusar, constituant une croyance spirituelle des Tibétains. Quel était le charme du héros Gueusar chanté dans l'épopée? Nous pouvons le connaître par deux épisodes de cette épopée intitulée L'accession au trône et la bataille de Holing. Nous sommes dans le district de Gandesienne, préfecture de Guoluo. Les Tibétains locaux vont participer à une course de chevaux, un sport traditionnel tibétain. L'ethnie est une ethnie sur le dos de cheval. La course de chevaux est le sport qui valorise le mieux l'héroïsme et la bravoure des Tibétains. Dans le temps, Gueusar fut accepté par les Tibétains et devint le chef de tribu à l'issue d'une course de chevaux. Ces cavaliers, bien que luxueusement habillés, sont habiles à lever leur cravache pour presser le cheval. 这是您跑第一是吧？你说等我的母子。然后那个我不知道您每次比别人领先是有什么法宝吗？就남자等我考那里考那대장就他남자 장아 요새. 남자가等我一次跟吃。남자等我对吧？他每次都是跑第一的，但不知道什么原因的。是不是马特别好，还是他的技术特别好？不要谦虚哈。这是自己养成这个那里马速特别快。你娘现在的是娘片带酱的人吃。他们两个相处很长时间了，他就叫那哥仨的招工嘛。Le cheval de Gueusar était un cheval roux.
Comme les Tibétains vouent un culte à Gueusar, ils nomment leur cheval coursier cheval roux. Si on en croit l'épopée du roi Gueusar, il n'aurait pas été question de la vie légendaire de Gueusar sans son cheval roux. 他就是出生在一个普普通通的一个牧民家，他就是一个牧人的儿子，这是一个。再一个的话，他就说是从小这个，他幼小的时候呢，就是从5岁左右的时候呢，就是他的这个叔父朝通被弃世以后的话，就是母子两个的话，就是说是相依为命啊。最后的话就是到这个黄河流域到马邑这个地方来了吧。来了以后的话，他们母子两个相依为命，他的生活是非常艰难的。 Pour changer son sort, Gueusar, âgé de 12 ans, voulait participer à une course de chevaux dont l'enjeu était le trône. Alors comment fallait-il faire pour remporter la course? C'est le théâtre tibétain à dos de cheval, classé au patrimoine immatériel national. On le joue sur une vaste scène, la steppe. Ces chevaux de course, que nous avons vus tout à l'heure, sont les acteurs particuliers de la pièce théâtrale consacrée à l'accession de Gueusar au trône à l'issue d'une course de chevaux. Ce théâtre se transmet depuis plusieurs dizaines d'années dans la région de la population tibétaine et l'image vivante de Gueusar est restée gravée dans le cœur des Tibétains. Dans l'épopée, Gueusar cavalier est coiffé d'un chapeau en peau de gazelle qui ne lui convient pas. Vêtu d'un habit élimé au fil des ans et chaussé de bottes en peau de cheval non tannées qui le font souffrir. 他没有马鞍，没有马鞍，没有马鞍，一个随便的一个毡子，边上还相对的这么一个用绳子绑起来的。那么他的马叉子也是用皮绳那个搭起来的那么一个，没有真正的那个珍贵的马叉子都没有。 Avant la course de chevaux, Gueusar se montrait délibérément incapable pour endormir la vigilance de ses adversaires, mais pendant la course, mu par un enthousiasme effréné, il donna toute sa mesure et dépassa tous ses adversaires. Il remporta enfin la course et se vit conférer le titre de roi Gueusar. Nous nous rendîmes dans le district de Matsin. D'après les autochtones, c'est ici que la fameuse course de chevaux aurait eu lieu. 格萨这个赛马的起点，您的意思是不是说当时所有的马、所有的人就在这个为起点，从这边往前跑？所有的观众就我们昨天看的那个牛头杯，我们到的就在那个地方看。是在前，是在哪个位置？哦，就在那个方向。那个方向。嗯，今天不是偏雨嘛？哦，不见。看特别前的时候在牛头杯，观众就在那个地方，就在那里看。看赛马，因为赛马在这，从这里开始跑到那个格拉扎吧。Cet endroit est appelé Ayudi en tibétain ou 4 petites collines. Ce relief correspond à peu près à celui du terrain où Gueusar a remporté une course de chevaux. Plusieurs chercheurs soutiennent que cet endroit est la source de l'épopée et le point de départ de la vie légendaire du roi Gueusar. Les Tibétains, une ethnie vivant à dos de cheval, apprécient beaucoup l'héroïsme dont fit preuve Gueusar dans la course de chevaux en question. Il se faisait passer au début pour un pigeon pour désorienter ses adversaires, illustrant ainsi sa présence d'esprit. Un garçon pauvre est soudain devenu un souverain. Des récits pareils sont au goût des gens du peuple qui aspirent au changement de leur sort. Ce récit sur Gueusar, qui accéda au trône à l'issue d'une course de chevaux, enjoint les Tibétains d'accepter Gueusar et de lui vouer un culte. Dans la préfecture de Gwolwo, le récit La bataille de Holing, un épisode de l'épopée, fut gravé sur une stèle. D'après ce récit, le roi Gueusar a épousé Jumu, une très belle jeune fille, que le roi du royaume de Hol enleva en l'absence de Gueusar. Ceci servit de détonateur au déclenchement de la bataille de Holing. 这里前面过去的这个场面呢，就是说是，这里呢就是这个匾上的这个是一份心，格萨尔给霍国这边就是射过来的一个箭上，就是带着一份心。我们心里懂得的话，格萨尔是很有法力的，
那么这样以后的话，就是说是这个呢天地震动的有这么个感觉以后的话，活过的这些这个大将的话，全部有到处乱窜包括这个他们的活过的这个国王，也就是这么一个场面。Gueusard a remporté la victoire. Bien que cela se soit passé il y a déjà 1000 ans, cette flèche décisive siffle toujours à nos oreilles, semble-t-il. La bataille de Rolling fut une bataille importante, marquant la transformation de Gueusard, chef de tribu, en un héros. Les Tibétains chantent de génération en génération la sagesse dont fit preuve Gueusard. Cependant, certains experts expriment des opinions divergentes. 火林大战这个集体的没有发生过嘛？这个北方的一些民族发生过战争，可能这个的一个集合体，我估计的话，它有它的原型。第一点就是说，吐蕃松赞干布时期，把这个介于唐朝和吐蕃之间的吐谷浑王国给一下子就给灭了。再另外一个就是说，焦思洛时期，他跟这个祁连山一带的这种回鹘这个民族经常打仗。再另外一个就是说，蒙古统一中国的时候，因为他这个发生了很多战役。La prononciation Rol existe aussi bien dans la langue tibétaine, la langue de Tuyurkhun, la langue des Ouïghours, que dans la langue mongole. À l'appui de cela, des experts conjecturent que la bataille de Rolling sous-entend en réalité de nombreuses guerres. 这个是因为吐蕃王朝分裂了以后，人们处在这种动乱的、相互征战的这种水深火热的生活当中，所以人们向往和平，向往幸福安宁的生活。La dynastie Troubo, un régime fondé par les Tibétains, a existé entre le 7e et le 9e siècle. Sous la domination de Songtsen Gampo, elle a occupé le plateau Qinghai Tibet, le plateau Xikang Tibet, le Sichuan de l'ouest, le Yunnan du nord-est. Au XIe siècle, où vivait Gueusard, la dynastie n'existait plus. Plusieurs régimes tibétains rivalisaient et des affrontements se succédaient. 在这种背景下，他们就想到，因为曾经的历史上，吐蕃王朝非常强大，当时的人民非常幸福，像松赞干布、智松德泽，他们把所有这些吐蕃历史上的强大国王的这种功绩全部附会到格萨尔这个人的身上。这个人物本身是可能有非常了不起的一个英雄吧，然后呢，他这个身上呢参加了很多的人一般人的超越人的想象的很多的东西呢，集中到一个人的身上，这夸张的成分特别多，就这完全是就说按照人们的这对一种美好生活的向往，有这么一个非常优秀的天子来保护这个村落或者保护这个国家。Dans ce contexte historique, on projetait son espoir bien doux sur Gueusard. On ne cessait d'exagérer ses prouesses épiques. On chantait les récits sur Gueusard tout en y ajoutant des détails pittoresques, y compris des détails sentimentaux, pour parfaire davantage l'image de Gueusard. Dans le temps, le peuple en proie à des guerres endémiques aspirait à une vie spirituelle. Cela permit au bouddhisme de faire d'immenses progrès dans la région à population tibétaine. La combinaison du bouddhisme avec Gueusard fit de celui-ci un dirigeant guerrier respecté à l'origine, un culte spirituel auquel le peuple croyait. Un millier d'années s'écoulèrent. Gueusard devint, aux accents des récits épiques chantés, le représentant de la culture folklorique tibétaine et de la culture religieuse. Le maître Li Bosheng examine minutieusement une pièce de jade. Il est profondément convaincu que le jade est un don de la nature. La rencontre avec le jade est pour l'homme une chance inouïe qu'il doit savoir apprécier.
Étant donné la rareté de la matière et ses qualités intrinsèques, un jade sculpté se révèle davantage noble. À l'époque de la culture Hongshan, à l'âge néolithique, des pendants de jade en forme de crochet ont fait leur apparition. Par la suite, les techniques sculpturales du jade se sont perfectionnées progressivement, et les jades sculptés ont été très appréciés par les familles impériales et l'aristocratie au cours des dynasties successives. Une grande variété de jade peut être utilisée en sculpture, par exemple le jade blanc, l'émeraude, le corail ou l'agate. La présentation est souvent très diverse, chauffe-mains et vases dans la catégorie d'objets à usage courant, ou figurines, fleurs ou oiseaux dans la catégorie des jouets, tandis que le sceau de l'empereur était l'emblème de son pouvoir suprême au cours des dynasties successives. Avant de le tailler, l'artisan scrute un jade brut pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il maîtrise totalement ses particularités morphologiques et intrinsèques. Autrement dit, l'artisan a déjà à l'esprit le plan détaillé de travail à effectuer en vue d'obtenir son résultat final. Dans le jargon du métier, ce processus de réflexion et de conception s'appelle la lecture du jade. Le maître, Li Bosheng, a mis une fois 4 mois et demi pour lire un jade avant de commencer à le sculpter. Les jades bruts diffèrent les uns des autres par leur taille, leur forme et leur qualité intrinsèque. Lire un jade, c'est tenter de modifier le brut pour le moins, si c'est possible, en fonction de ses nervures, couleurs, formes innées, pour qu'il devienne une pièce parfaite. Ce chou blanc en jade, conservé à la cité interdite, fut un des éléments composant la dot d'une concubine de l'empereur Guangxu de la dynastie des Qing. Les couleurs de ce jade évoluent du blanc vers le vert. Profitant de cette caractéristique, l'artisan a sculpté des feuilles pour donner naissance à un chou vivifiant. Si vous le regardez de plus près, vous remarquerez 2 grillons, l'un plus grand, l'autre plus petit, agrippés à une feuille que vous trouverez sans doute très amusant. Le travail mental d'un artisan ne se limite pas à la lecture du jade. Au cours de l'exécution de la sculpture, la découverte incessante de défauts nécessite davantage de solutions adéquates pour les dissimuler. Cela s'appelle dans le jargon du métier enlèvement de viscères pour dissimuler les défauts. Le jade est précieux, il ne faut pas le gaspiller. Même si on abîme un jade au cours de la sculpture, on s'efforce de le revaloriser par une nouvelle conception basée sur son nouvel état. Cette effigie de Bodhisattva a son visage légèrement tourné vers le côté et le sourire aux lèvres. Tu aurais pu imaginer qu'elle fût l'œuvre d'une nouvelle conception à la suite d'une erreur faite au cours de la sculpture. C'était la main droite qui a pu lui donner cette beauté toute différente des autres effigies de Bodhisattva stéréotypées. Ces objets de jade conservés à la cité interdite sont de différentes tailles et dans différents styles. Mais ils sont tous des merveilles à nos yeux. Sculpter le jade d'après ses propres caractéristiques et d'après la compréhension de l'artisan, c'est bien ce concept créatif qui confère au jade tout son charme et sa splendeur. C'est le cas de le dire, beauté du jade sculpté née de la conception ingénieuse.